Ouais, quatrième. Regardez ça. Une mosaïque de destins tragiques qui, une fois réunis, forment un tableau plus général. Échappé en sautant dans des canaux de sauvetage. Des centaines de ces survivants ont donc assisté au naufrage. La manière dont le navire s'est cassé en deux. Il y a différentes théories et des débats sur la manière dont les choses se sont passées quand le bateau s'est brisé en deux. Aujourd'hui, parmi les spécialistes, certains pensent que les nouvelles données pourraient contribuer à déterminer une fois pour toutes ce qui s'est réellement passé. On sait, d'après les témoignages, que la poupe s'est soulevée hors de l'eau au moment où le Titanic. D'après certains experts, cela aurait provoqué une tension énorme qui aurait brisé le navire en deux. Mais William Laing n'en est plus persuadé. D'après lui, les nouvelles données laissent entrevoir un scénario différent. Sur le fond de l'océan se trouvent tous les indices dont il a besoin. Pour son œil aguerri, il n'y a rien d'aléatoire dans la disposition des objets sur le champ de débris. Tout comme les taches de sang sur une scène de crime, l'emplacement des objets raconte une histoire. Maintenant que le site est baigné de lumière et que chaque recoin du lieu du naufrage a été scanné et analysé, il va pouvoir déterminer comment le Titanic a sombré. Nous allons en apprendre beaucoup plus sur ce qui est arrivé au bateau une fois qu'il s'est retrouvé sous l'eau. Et qu'il a commencé sa descente de 4000 mètres vers le fond. Et j'espère que nous découvrirons ce qui s'est passé lorsqu'il s'est brisé en deux. Pour William Laing, il y a un indice crucial que les images ultra haute définition du fond de l'océan ont mis en lumière. Il s'agit tout simplement de l'étendue même du champ de débris. La nouvelle étude a permis de délimiter les contours du site et les scientifiques disposent désormais de ses dimensions exactes. Ce n'est pas tout à fait ce à quoi ils s'attendaient. Je trouve que le site n'est pas si étendu que ça, comparé à la taille du bateau. Pour un paquebot de près de 300 mètres de long, on a un périmètre de 1500 mètres par 900. Si le bateau s'était coupé en deux à la surface, William Laing pense que la zone d'éparpillement des débris serait plus vaste. Étant donné qu'il a coulé sur près de 4000 mètres, je trouve que l'éparpillement des objets est plutôt restreint. Si le bateau s'est brisé en deux plus bas dans l'eau, les débris ont eu moins de distance à parcourir avant de toucher le fond et donc se sont moins éparpillés. La démonstration est claire. Et pour William Laing, c'est la preuve que le Titanic s'est coupé en deux à une certaine profondeur. C'est la seule façon d'expliquer la taille relativement restreinte du champ de débris. L'une des découvertes les plus importantes que nous avons pu de faire, c'est que le Titanic ne s'est pas coupé en deux aussi vite et aussi haut qu'on ne le pensait. Et quand on passe en revue les témoignages des survivants, tout semble aller dans ce sens. Les trois témoins qui auraient été les mieux placés pour voir le navire se briser en deux
étaient trois hommes qui se trouvaient sur le pont arrière. Dans leur déclaration, ils parlent des cheminées qui s'effondrent l'une après l'autre, mais ne disent absolument pas que le navire s'est cassé en deux. William Laing et les différents collègues avec lesquels il travaille un peu partout aux États-Unis ont encore beaucoup de travail avant de pouvoir apporter une preuve formelle. Mais d'après eux, il n'y a aucune autre manière d'expliquer le faible éparpillement des débris. Pour eux, la chose ne fait aucun doute. Le Titanic ne s'est pas cassé en deux à la surface, ni même à une faible profondeur. Le minutieux travail d'analyse commence à porter ses fruits. Grâce à la somme colossale de données recueillies lors de cette expédition, les scientifiques ont pu aborder l'épave du transatlantique sous une perspective totalement nouvelle et y déceler de nouveaux indices. Chaque étape du naufrage a laissé son empreinte sur l'épave ou au fond de l'océan. Ces marques sont désormais visibles. Elles ont permis de reconstituer avec précision les derniers instants du Titanic. Pour tous ceux qui ont participé à l'aventure, il reste une question importante à laquelle ils espèrent apporter une réponse. Qu'adviendra-t-il du Titanic ? Voici l'épave du Titanic telle qu'elle repose aujourd'hui, après s'être lentement détériorée pendant un siècle dans les eaux de l'Atlantique Nord. Depuis sa découverte il y a 30 ans, personne n'avait encore pu la visualiser de cette manière. Mais quand on étudie la modélisation 3D, les données recueillies lors des différentes expéditions et les vidéos, il devient de plus en plus évident qu'au fil du temps, l'épave est en train de se désintégrer. Et le processus est beaucoup plus rapide que ne l'avaient pensé les spécialistes. Même les parties les plus robustes de l'épave sont menacées. À première vue, le plus gros morceau, la proue, semble en bon état. Mais en fait, rien n'est moins vrai. Paul-Henri Nargeolet plonge sur l'épave depuis 30 ans et il a lui-même constaté d'énormes changements. La distance entre le pont A et le pont B, qui était facilement de 3 mètres, est maintenant d'environ 1,80 m. Et petit à petit, les ponts se détériorent de plus en plus. Bientôt, tous les ponts vont s'effondrer les uns sur les autres et tout ce qui se trouve à l'intérieur sera perdu à jamais. Les scientifiques veulent comprendre pourquoi la dégradation est aussi rapide. À cette profondeur, il y a très peu d'oxygène dans l'eau. Le métal devrait donc rouiller extrêmement lentement. Pourtant, sur les vidéos, on voit clairement que le Titanic est recouvert d'étranges formations. Mélange de rouille, rust, et de stalactites de glace, icicles. Elles ont été baptisées rusticles. J'ai vraiment été surprise par leur taille et leur couleur. Elles ont des tons bruns orangés et pourtant quand on les regarde de près, on voit du vert, du violet, du rouge, du jaune, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des échantillons de ces rusticles ont été envoyés en laboratoire pour être radiographiés. Et les résultats sont inattendus. Il ne s'agit pas de rouille ordinaire. La structure à l'intérieur de cette enveloppe dure est extrêmement fragile. Elle est remplie de millions de canaux, de tunnels, de passages et de petites cavités qui contiennent une multitude de nutriments. Pour les microbiologistes de l'équipe, c'est une évidence. Les rusticles sont formés d'organismes vivants. Et après des analyses plus poussées, le doute n'est plus permis quant au type d'organisme dont il s'agit. Des bactéries. Nous avons trouvé 5 communautés bactériennes différentes à l'intérieur d'un seul rusticle et une 6e à l'extérieur. Ce sont des petites bestioles très complexes. Les microbiologistes pensent que ces bactéries viennent du plancher océanique,
ou qu'elles ont été transportées par des courants profonds. Mais de quoi se nourrissent-elles? Pour qu'un rusticle apparaisse sur une surface métallique, les bactéries forment d'abord une espèce de gel visqueux. On observe alors un changement. Il s'agit de aérobies, des organismes qui n'ont pas besoin d'oxygène pour survivre. Elles puisent leur énergie dans le fer et les minéraux de la structure métallique du bateau. Donc voici la quatrième partie. La cinquième. Et donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et surtout abonnez-vous. Ciao les potes!